Bonsoir, bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. En tournée africaine, Barack Obama a rendu hommage à Nelson Mandela. C'est un héros pour le monde, a déclaré le président américain à Dakar. Les nouvelles de l'état de santé du leader sud-africain restent inquiétantes, même si un léger mieux a été constaté. Tous les détails à suivre. L'Europe face au chômage de ces jeunes particulièrement touchés, l'Espagne, la Grèce, le Portugal ou encore l'Italie et la France. Les dirigeants européens se mobilisent, mais les mesures sur la table semblent bien en deçà des attentes. Analyse dans ce journal. La Cour des comptes a dit vrai, Jean-Marc Ayrault l'a reconnu, le déficit public risque de déraper en 2013. Ce serait un nouvel accroc dans la trajectoire budgétaire du pays. La faute à l'absence de croissance, insiste le Premier ministre. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie. La confusion demeure autour de l'état de santé de Nelson Mandela, tandis que sa fille aînée déclarait que son père était dans un état très critique. L'actuel président sud-africain Jacob Zuma indiquait à l'inverse que sa santé s'améliorait. Information contradictoire donc, mais surtout immense émoi et au sein de la population qui se prépare au décès de son héros. On voit tout cela avec Julie Hulin. Des chants et des prières qui résonnent jour et nuit devant l'hôpital de Pretoria où Nelson Mandela a été admis le 8 juin dernier pour une infection pulmonaire. À près de 95 ans, l'ancien président sud-africain et héros de la lutte anti-apartheid s'accroche à la vie et son état de santé, annoncé comme très critique hier soir, semble s'être amélioré. Il n'a pas l'air bien, je ne vais pas mentir, mais nous, ses enfants et petits-enfants, nous avons encore de l'espoir, parce que quand nous lui parlons, ses paupières bougent, il essaie d'ouvrir les yeux, puis il ouvre les yeux. Un peu d'espoir, mais Nelson Mandela mène sans aucun doute son dernier combat. Il a été placé sous assistance respiratoire hier. Le président sud-africain Jacob Zuma a annulé un voyage au Mozambique pour pouvoir se rendre une nouvelle fois à son chevet. Un président qui rend déjà hommage au symbole mondial de la paix et de la réconciliation. Nous allons continuer à nous battre jusqu'à ce que nous atteignions ces objectifs, et c'est ce que Mandela veut que nous fassions tandis qu'il se trouve à l'hôpital de Pretoria. Après avoir consacré toute sa vie d'adulte à l'amélioration de la vie de tous, en particulier les pauvres et les classes ouvrières. Depuis plusieurs jours, de nombreux Sud-Africains se succèdent autour d'un mémorial improvisé, manifestant leur gratitude envers le père de leur nation. Retour en France où les sages tirent la sonnette d'alarme. Les objectifs de déficit ne seront pas tenus cette année. En cause, une croissance plus faible que prévu et des recettes moins importantes dans les caisses de l'État. Un diagnostic que le Premier ministre ne conteste pas, mais Jean-Marc Ayrault tient à rappeler qu'il a prévu de réduire les dépenses publiques. Mais la Cour des comptes juge les efforts insuffisants. Les détails avec Paul Bouffard. 28 milliards d'économies d'ici 2015. C'est un nouvel avertissement de Didier Migaud. Le premier président de la Cour des comptes livre son rapport. Cet effort, jusqu'à maintenant, a porté essentiellement, quasi exclusivement, sur les impôts, et qu'il faut, selon les engagements même du gouvernement, acceptés par le Parlement, qu'il porte aujourd'hui beaucoup plus essentiellement sur la dépense. Une mise en garde qui trouve écho au Sénat. La loi de finances a été établie avec des prévisions de croissance dans un contexte macroéconomique volontariste, si l'on veut être courtois à l'égard du gouvernement, irréel, si l'on veut s'exprimer de façon plus nette. La Cour des comptes nous confirme bien que les finances publiques ne sont pas sous contrôle dans ce pays. Dans la querelle de chiffres qui anime opposition et gouvernement, Didier Migaud joue les arbitres. Pour lui, les chiffres du déficit dérivent. Il pourrait atteindre 4,1% en 2013. Dans la majorité présidentielle, on se méfie des prévisions. Vous savez, le général de Gaulle avait coutume de dire que la politique de la France se faisait pas à la corbeille. Moi j'ai envie de dire aujourd'hui, la politique de la France, elle se fait pas avec la Cour des comptes.
Cour des comptes, elle donne son avis. C'est pas non plus l'alpha et l'oméga aujourd'hui de la pensée économique. De plus en plus, moi je souhaiterais que, comme M. Barroso d'ailleurs, M. Migaud évite de donner des préconisations à notre pays, à savoir ce que nous aurions à faire sur la réduction des déficits, sur telle ou telle politique. Un dérapage du déficit confirmé par le Premier ministre. Malheureusement, du fait de l'absence de croissance, ce que dit la Cour des comptes est vrai, selon Jean-Marc Ayrault. Après la série de différends qui ont opposé Paris et le président de la Commission européenne ces derniers jours, le chef de l'État français est arrivé tout à l'heure à Bruxelles avec une volonté d'apaisement. François Hollande a voulu ainsi siffler la fin de partie, estimant que les questions de personnes sont secondaires et préférant se concentrer sur le bon déroulement d'un sommet consacré en priorité à l'emploi des jeunes. Priorité numéro 1. On voit tout cela avec Louis Sibyl et Tam Tranoui. In extremis, le budget de l'Union européenne pour les 7 prochaines années a été voté ce matin. Il permet de sortir de 6 mois d'impasse au Parlement. José Manuel Barroso en a détaillé les modalités en fin de matinée. Cet accord vise la levée de fonds pour les dépenses concernant l'emploi des jeunes, la recherche, la jeunesse, Erasmus, L'accord vise aussi pour les pays concernés à augmenter l'aide aux personnes les plus en difficulté. En tout, c'est une enveloppe de 6 milliards d'euros qui est destinée à la jeunesse. Une bonne nouvelle pour le sommet européen consacré ce soir à l'emploi des jeunes. Les chefs d'État des 27 se sont réunis à Bruxelles dans un climat troublé par les derniers échanges entre la France et le président de la Commission européenne. José Manuel Barroso a dernièrement qualifié de réactionnaire l'exception culturelle défendue par la France, provoquant un tollé dans l'Hexagone. François Hollande, dès son arrivée, a écarté le sujet, indiquant rejoindre le sommet dans un esprit d'apaisement. Le chômage des jeunes constitue un enjeu de taille. 5,5 millions des moins de 25 ans sont au chômage en Europe. En Grèce ou en Espagne, le taux atteint un jeune sur 2. Et l'analyse économique du 22h, c'est avec notre chroniqueur Jean-Louis Gombaud. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Alors l'urgence, la priorité des priorités, c'est l'emploi des jeunes, affirment en chœur les dirigeants en Europe. Mais Jean-Louis, qu'ont-ils mis concrètement sur la table? Ils ont mis les 6 milliards qui étaient prévus. L'Europe est à la recherche d'objectifs concrets qui puissent être mobilisateurs auprès des populations qui ne sont pas dégoûtées de l'Europe, mais qui la trouvent de plus en plus lointaine. Et effectivement, l'un des problèmes centraux, le scandale européen, c'est l'importance du chômage des jeunes. Sur 20 millions de chômeurs qu'il y a dans l'Europe des 27, il y a près de 6 millions de jeunes de moins de 25 ans. Et l'Europe avait déjà établi un programme qu'elle avait intitulé « Garantie pour l'emploi des jeunes », qui consiste à trouver pour chaque jeune qui sort des études ou qui tombe au chômage, au bout de 4 mois, lui garantir une formation ou un emploi. Que va faire l'Europe? Donc, ce que j'ai dit juste à l'instant, mobiliser 6 milliards d'euros. C'est une somme importante, mais évidemment, si on compare par rapport au nombre de jeunes, 6 milliards d'euros sur 2 ans, à presque 6 millions de jeunes au chômage, ça vous fait à peu près 500 € par jeune, ce qui est à la limite ridicule, grotesque, même si la somme est apparemment importante. Alors, on va la réserver aux zones où il y a 25%, un taux de chômage de 25%. C'est-à-dire la Grèce ou bien même pas que la Grèce. La Grèce, le Portugal, l'Espagne, bien entendu, oui, en général, mais aussi des coins en Europe où on a 25% de chômage. Ce qui fait d'ailleurs que sur les 6 milliards, la France devrait recueillir à peu près 600 millions d'euros de l'ensemble du budget. Vous savez que hier, avant-hier, Michel Sapin a dit « j'ai 1 milliard d'euros en plus pour le budget des jeunes ». Je ne sais pas s'il inclut ces 600 millions qui viendront de la commission du budget européen, mais en tout cas, c'est pour vous dire aussi que nous sommes sur des chiffres qui apparaissent colossaux, mais qui par rapport au volume du problème sont quand même relativement faibles. Cela dit, on voit quand même, après la période agitée européenne, on voit des accords qui se multiplient. L'accord sur le budget européen qui a été voté hier, l'accord sur la PAC, l'accord sur l'union bancaire également, et cet accord sur les jeunes. Donc on est en train d'essayer d'oublier un petit peu les polémiques pour avancer de plus en plus vers des solutions. Et puisque l'on parle d'Europe, à noter cette déclaration à l'instant, Jean-Louis, de la patronne du Fonds monétaire international, Christine Lagarde, qui espère, dit-elle, que l'action du FMI en Europe sera un jour
reconnue. Elle a raison d'espérer. Oui, parce qu'en fin de compte, de plus en plus, il y a des voix qui s'élèvent en Europe sur une action néfaste ou inappropriée du Fonds monétaire international en Europe. Déjà, même M. Schäuble, qui est quand même le plus important des ministres des Finances dans l'Union monétaire, et qui a déjà exprimé ce type de doute. Donc, l'intervention de Mme Lagarde, c'est pour dire, attendez, on a quand même servi à quelque chose, et c'est pas faux, parce que le FMI apporte quand même des fonds. Mais l'Europe a de plus en plus tendance à vous dire, c'est quand même un corps étranger qui met son nez dans nos affaires et on a envie de les résoudre tout seul. Il apporte les fonds, c'est la carotte, mais il y a le bâton aussi voilà, souvent exactement. pour les peuples. Et j'ajoute cette autre déclaration de Christine Lagarde à l'instant qui déclare n'avoir aucune ambition politique en France. Voilà. Merci beaucoup Jean-Louis Gombaud pour votre analyse. Restez avec nous. Dans un instant, nous évoquerons la tournée africaine de Barack Obama qui passera vendredi soir, demain, par l'Afrique du Sud, où la confusion règne autour de l'état de santé de Nelson Mandela. On en parle juste après le tour de l'info. Il est préparé ce soir par Faustine Saint-Geniès. Les projets de ligne à grande vitesse sur le point d'être stoppés. Seule épargnée, la ligne Bordeaux-Toulouse, sa construction est maintenue avant 2030. C'est ce que recommande la commission Mobilité 21. Elle préconise dans son rapport de sortir du tout TGV pour valoriser la proximité. Rigueur oblige, le budget alloué passe de 245 milliards d'euros à 30 milliards aujourd'hui. Des conclusions saluées par le Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Il les reçoit avec tous les égards et n'hésite pas à donner de sa personne. Jean-Pierre Raffarin a accueilli au Sénat une délégation de Chinois. Parmi eux, des représentants du CAC 40 et des grandes entreprises désireuses d'investir en France. On a besoin des investissements étrangers pour soutenir la croissance en Europe. Et donc en Europe, il y a des projets et il faut faire en sorte que la France puisse valoriser ces projets auprès des investisseurs chinois. Une opération séduction avec visite au pas de charge pour mettre en valeur les atouts français, mais aussi négocier. Pour le moment, seuls 4% des investissements étrangers en France sont chinois. Valérie Trierweiler, invitée de l'émission C'est à vous sur France 5. La première dame s'est confiée à l'équipe d'Alessandra Sublet, notamment concernant son engagement auprès des réfugiés syriens. On oublie qu'il y a aujourd'hui sans doute 2 millions de Syriens qui vivent dans des camps ou en dehors de leur domicile. Et je pense que le Mali a tout emporté, c'est-à-dire a emporté l'adhésion de l'opinion publique française et la mienne aussi. Libre, les 3 Femmes, 2 Françaises et une Allemande, sont arrivées ce matin à l'aéroport d'Orly à Paris, après près d'1 mois de détention à Tunis pour une action seins nus. Une première victoire selon elles, même si elle reste déterminée à se battre tant qu'Amina, leur camarade tunisienne, ne sera pas sortie de prison. C'est un combat qu'on ne lâchera pas pour elle, pour Amina, pour la personne qu'elle est, pour ce qu'elle représente, pour toutes les femmes qui sont emprisonnées dans cette prison pour des motifs absolument débiles et injustes. Un héros pour le monde, ce sont les mots de Barack Obama qui a rendu un vibrant hommage à Nelson Mandela lors d'une conférence de presse à Dakar. Le président américain s'est ensuite rendu sur l'île de Gorée, au lieu de mémoire de la traite négrière. Le Sénégal, première étape de Barack Obama pour cette grande tournée en Afrique. Un voyage marqué par l'état de santé critique de Nelson Mandela. Le président américain se rendra demain en Afrique du Sud. Et pour évoquer la tournée africaine de Barack Obama, nous ont rejoint l'historien François Durper. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous. Merci. Avec nous également Stéphane Rosès. Bonsoir Stéphane, Bonsoir. Professeur à Sciences Po et président de CAP, et toujours en notre compagnie, Jean-Louis Gombaud. Alors François Durper, on peut dire que c'est la première vraie tournée en Afrique du président américain, parce que la fois dernière, c'était en 2009 au Ghana, le compte n'y était pas vraiment. Oui, le compte, c'était une vingtaine d'heures. Il y avait quand même eu un discours important au Ghana. Déjà la visite d'un fort, un moment symbolique, mais là c'est une véritable tournée. Alors il faut relativiser le désintérêt de Barack Obama et des États-Unis pour l'Afrique. Il faut rappeler que la semaine dernière c'était sa première visite en Allemagne. Oui, tout à fait. Ça veut dire que s'il n'avait pas été réélu, il n'aurait pas été en Allemagne, le premier président depuis Eisenhower à ne pas être allé en Allemagne. Donc il faut relativiser, sauf qu'effectivement aux États-Unis on ne s'intéresse pas tellement à cette tournée. La une des journaux c'était la Cour suprême, la légalisation
du mariage gay, la décision la veille qui remet en cause un certain nombre de dispositifs dits de discrimination positive. Et l'affaire Snowden, on imagine. Également l'affaire Snowden qui continue à intéresser les Américains. Alors il est à Dakar. Encore beaucoup de symboles, la visite de Gorée. Cet après-midi, la visite à la Cour suprême du Sénégal, devant un boulevard qui porte lui-même un nom symbolique, Martin Luther King. Beaucoup de symboles, on parle beaucoup de politique, mais pas beaucoup d'économie. Justement, parce qu'en 2009, il avait eu cette phrase « Le sang de l'Afrique coule dans mes veines », avait-il dit. C'était une belle déclaration, mais il n'avait rien de concret derrière. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a dans sa sacoche, le président américain? Il a avec lui beaucoup d'affaires qui sont dans son... il est venu avec beaucoup d'hommes d'affaires, mais pour le moment, il parle politique. C'est-à-dire que tout cet après-midi, il a parlé équilibre des pouvoirs. Il y avait beaucoup de présidents, il y avait une dizaine de présidents de Cour suprême. Mais quel contraste avec la visite du président chinois en mars dernier. Lui, en Tanzanie, il n'a pas parlé de politique, il n'a pas parlé de démocratie, évidemment, il a parlé contrat. Et à la fin de sa discussion avec le président tanzanien, ils ont annoncé 16 accords commerciaux. Il faut rappeler qu'aujourd'hui, ce sont les Chinois qui sont les premiers partenaires du continent. Oui, Jean-Luc Gombault, le premier partenaire de l'Afrique devenu centre d'intérêt, le continent africain, c'est la Chine et les émergents d'ailleurs. Le Brésil, l'Inde, les États-Unis ont un sacré retard, ils sont à la traîne. Ils sont seconds quand même. Oui. Et donc quand même, ils sont premiers, et puis après, ils sont seconds. Ce qui est vrai, c'est que après la décolonisation, en réalité, les Français et les Britanniques pensaient qu'il n'y avait pas de challenger. Et donc, ils se sont retirés progressivement. Il n'y avait personne pour prendre leur place. Et la Chine, en réalité, est venue, et les États-Unis ont compris qu'il y avait pour eux un enjeu stratégique économique. La différence, pour reprendre ce que vous avez dit à l'instant, c'est qu'en réalité, les Américains n'ont pas tant de moyens que ça. Alors que la Chine peut mobiliser des sommes absolument considérables. Le contrat sur le minerai de fer en Guinée porte sur des dizaines de milliards de dollars. C'est-à-dire qu'ils mobilisent des fonds considérables et les Américains, en fait, ont du mal à suivre. Et c'est pas par hasard, ils n'annoncent pas de grands contrats. Il y a des grands projets miniers en Afrique dans lesquels les Américains ont du mal à suivre. Ce sont les Chinois qui leur tiennent un dragé. Le bâtiment de l'Union africaine est aujourd'hui construit par les Chinois. Oui, c'est symbolique, c'est vrai. Stéphane Rosas, l'Afrique intéresse parce qu'elle regorge de matières premières et d'hydrocarbures, parce que beaucoup d'États africains cherchent à se développer et qu'ils sont donc des marchés potentiels. L'Afrique est destinée à devenir un point névralgique de la croissance mondiale. Oui, en tout cas, dans les études réalisées auprès des leaders économiques et d'opinion au plan international, lorsqu'on interroge sur quels sont les pays qui, à l'avenir, vont tirer profit de la mondialisation, effectivement, ça a été dit de différentes manières. Les leaders économiques et d'opinion, je pense à cette étude Goodwill au plan international qui a été faite récemment, voient dans l'Afrique, les puissances africaines, des éléments importants. On l'a dit évidemment au premier chef, l'Afrique du Sud, mais aussi le Niger, l'Angola, si on parle, et évidemment un intérêt pour le Maghreb. Alors ce qui est vrai, c'est que jusqu'à maintenant, les visites d'Hillary Clinton en Afrique portaient plus sur les dimensions de sécurité politique, ça a été dit, plus que les questions économiques. On peut quand même se demander si symboliquement Obama n'a pas été un tout petit peu auto-retenu, c'est une question qu'on peut poser à nos amis, par quand même le fait qu'il avait été suspecté, attaqué par la droite américaine, éventuellement d'avoir des origines africaines. Donc il peut y avoir un élément d'inconscient, parce qu'Hillary Clinton, elle, est allée quand même souvent en Afrique, comme s'il laissait il a pu s'auto-censurer, se retenir, mais à l'inverse, ces détracteurs qui lui reprochaient de ne pas être souvent allé en Afrique, ils avaient dit de lui, c'est le premier président noir à avoir passé moins de 24 heures sur le continent africain. Moi je suis un peu à l'encontre de la thèse un peu qu'on retrouve partout d'un président qui est le 44e président des États-Unis et son identité ne jouerait aucun rôle. Je crois qu'en creux c'est très important. Le discours qu'il avait tenu au Ghana en 2009, vous vous rappeliez tout à l'heure, quand il dit aux Africains
vous ne pouvez pas reprocher à l'Occident ce qui se passe depuis les indépendances, parce que la décolonisation c'est 1960. On n'imagine pas un président blanc américain dire cela. Lorsqu'il fait beaucoup de démocratie aujourd'hui, qu'il explique, qu'il ne va pas au Kenya pour les raisons que l'on sait, c'est qu'il a aussi, et il suffit de lire, il a cet attachement à l'Afrique, il ne veut pas aller en Afrique pour rien, et finalement il se prive d'avoir une politique africaine décomplexée. Et quelque chose d'intéressant, vous parliez tout à l'heure de sécurité. Une politique africaine tout court, disent certains, exactement. Mais on le disait, Africom, c'est toujours à Stuttgart. Ça veut bien dire que l'Allemagne, quand même, c'est que le centre de la défense américaine se trouve toujours en Europe et n'est pas sur le continent africain. Ça montre une vision qui est totalement encore périphérique du continent, beaucoup trop sécuritaire et qui agace beaucoup d'Africains. Si vous étiez à Dakar ces derniers jours, ces hommes en noir près de la plage qui surveillaient le bateau, presque c'était un porte-avions transformé en hôpital au large de Dakar, ça énerve la population locale. Alors évidemment qui est aussi fier d'avoir Obama, mais qui en même temps se dit on veut du concret, on veut des gestes symboliques. On parlait de Clinton tout à l'heure. Clinton 1999, c'était la loi sur la croissance africaine, comment faire venir des produits africains aux États-Unis. Il y avait du concret. Stéphane, oui, il y a ce paradoxe indiqué, sans doute pour des raisons personnelles. Il y a aussi peut-être un climat des Américains eux-mêmes qui est un peu plus, je dirais, de retour. Et puis politiquement, un des premiers sujets du premier mandat de Barack Obama, c'était se dégager de tout un tas de régions. C'est pas l'Afrique évidemment, c'est le Proche, le Moyen-Orient, l'Afghanistan et tout. Mais ce qui est intéressant, ça a été dit également, c'est que il vient en Europe, il va en Afrique, comme si les États-Unis ne renonçaient pas à l'idée d'être leader dans le monde, là où le monde entier se dit mais il y a une crise du leadership américain. Comme si leur regard n'était pas seulement tourné vers l'Asie, c'est ce qu'on a souvent dit de Barack Obama. Ils ne regardent que de l'autre côté. Et ça, c'est très intéressant sur l'esprit américain. Regardez l'Europe et notamment la France qui est dans un pessimisme, l'idée qu'on on serait décalé de la mondialisation. Les Américains, tout le monde dit mais c'est la puissance qui décline, mais il y a une énergie chez les Américains qui est une énergie du non-renoncement, du volontarisme. Et cette tournée américaine et le fait, il n'est pas venu en France, mais qu'il soit allé en Allemagne, montre qu'ils ne se dessaisissent pas des grandes affaires du monde. Jean-Luc Gombault, il y a cette énergie, ce leadership, il est toujours présent? Oui, mais je crois que l'histoire du déclin américain est une question qui est réellement posée et les Américains sont concurrencés d'abord par l'Asie et notamment par la Chine. Le problème d'Obama, c'est pas l'Afrique, enfin, c'est quand même quelque chose d'assez secondaire. Cela dit, je signale quand même que ces 10 dernières années, le commerce entre les États-Unis et l'Afrique a été multiplié par 10. Donc il y a quand même, ils ne font pas rien, hein, mais cela dit, ils sont effectivement... Alors, Barack Obama qui doit se rendre demain en Afrique du Sud, où la confusion règne pour le moment autour de l'état de santé de Nelson Mandela. Oui, alors d'ailleurs ils ont rendu hommage tous les deux aujourd'hui dans leur conférence de presse à Nelson Mandela. Nelson Mandela, il est très important dans la vie de Barack Obama, c'est son entrée en politique. Le premier discours de Barack Obama, il a 18 ans, il arrive à l'Occidental College à Los Angeles, et comme beaucoup de jeunes afro-américains alors en plus lui il se cherche, il est africain, un métis, il veut devenir un vrai jeune militant afro-américain, et il fait un discours sur le campus, et ce discours c'est de dire il faut libérer Nelson Mandela, et c'est un discours aussi de contestation du gouvernement. À l'époque, Washington soutenait l'apartheid. Donc c'est très important. Alors, confusion sur l'état de santé, vous disiez. Oui, parce que Nelson Mandela, il y a le corps politique, il y a le corps privé. Sûr. Le corps privé, il est à l'hôpital de Pretoria. Le corps politique, il est essentiel pour cette nation arc-en-ciel. Quand il sort de prison en 1990, Nelson Mandela, il dit quelque chose. Il dit « jeter à la mer les fusils, les couteaux, les machettes ». Et beaucoup de jeunes, on voyait un reportage avec un jeune Sud-Africain qui a 10 ans et qui dit mais qu'est-ce qu'on va faire après Nelson Mandela? Il a 10 ans, il ne connaît pas Nelson Mandela politique et ça fait 10 ans. Et si le monde a les yeux tournés vers l'hôpital de Pretoria, Stéphane Rosès, c'est que d'abord pour tout ce que représente Nelson Mandela et parce qu'il a eu cette rare intelligence peut-être de faire la paix avec ses ennemis, ce qui a permis la construction d'une nation.
Oui, absolument. C'est-à-dire, ça a été une icône d'abord comme résistant, le plus vieux prisonnier du monde, par sa persévérance, parce que autour de sa figure et de l'Afrique du Sud, l'apartheid, dans le monde, se sont mobilisés évidemment toute une génération. Et puis, vous le dites, c'est un exemple de transition. Il y avait beaucoup d'inquiétudes sur que deviendrait l'Afrique du Sud. Et comme la transition a été réussie sur Nelson Mandela et que ses successeurs ne sont pas tout à fait à la hauteur, l'Afrique retient un peu son souffle quand même, comme si, alors même qu'il était retiré des affaires, le seul fait qu'il soit vivant montre une aura. Et quand même, il faut le dire, pour l'Afrique du Sud, c'est devenu le leader du continent, celui qui est une sorte d'avant-garde dans la mondialisation, quand les autres pays n'ont pas le même atavisme de la projection dans l'espace et le temps. Jean-Luc Combeau, ça nous permet aussi de nous intéresser à la situation économique et sociale de l'Afrique du Sud actuellement. Qu'en est-il? L'Afrique du Sud, c'est d'abord membre du G20. Elle est donc considérée comme un des pays importants à l'échelle internationale. Il n'empêche que l'Afrique du Sud a des problèmes extrêmement sérieux sur le plan économique, de taux de chômage de 25%, de taux de la moitié de la population en dessous du seuil de pauvreté. Un taux de chômage qui se différencie racialement, et qui est 4 fois plus important chez les Noirs que chez les Blancs. Exactement, tout à fait. Donc la situation est très compliquée et en plus, Mandela est un homme, si vous voulez, qui ne s'est pas véritablement intéressé aux questions économiques. Il a d'abord résolu la question politique, si vous voulez. On pourrait dire simplement que sur le plan philosophique, c'est un humaniste, sur le plan politique, c'est un panafricain, et sur le plan économique, c'est un libéral. Et fondamentalement, il n'a pas essayé, par exemple, lorsqu'il a pris ce pouvoir, de chasser les Blancs du pouvoir économique. Absolument pas. Il n'a pas fait de grandes réformes agraires. Au contraire, il s'est pas occupé de ça. Il les a au contraire, il les a intégrés rassemblés autour de lui. En un mot pour terminer, François Durper. D'un mot, l'échec en grande partie de Nelson Mandela, il voulait deux groupes, les Noirs et les Blancs, vivant en harmonie, et aucun des deux ne devait dominer l'autre. Et là, d'une phrase, eh bien, on a des Noirs qui dominent des Blancs politiquement et des Blancs qui dominent des Noirs économiquement. Et pour pas terminer sur un échec, c'est évidemment cette formidable image qu'on gardera de Nelson Mandela portant le maillot des Springboks en 1995, qui est le maillot de l'équipe blanche qui a été pendant des années exclue de toute compétition. À ce moment-là que vraiment la nation Exactement, a pris forme, avec aussi sa visite avec la veuve Vervoorde, qui était la veuve de l'architecte de l'apartheid. On en l'apartheid. parle toujours avec passion. Merci beaucoup, messieurs. Merci François Durper, Jean-Luc Combeau et Stéphane Rosès. Et pour clore ce journal, comme tous les jeudis, à présent, c'est la semaine d'infos croquée par notre dessinateur Hervé Baudry, l'affaire Tapi, l'audition de Cahuzac et la mise en garde de la Cour des comptes. Oui, tout y passe. Regardez. Voilà pour cette semaine d'Hervé Baudry. On arrive à la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une belle et douce soirée. À lundi, avec plaisir, bien sûr.
My name's Rodney Branham, but everybody just calls me Chico. I started mining when I was 16 years old. I was just a boy, or a baby, most people would say. Mining, it's not a job, it's our life. I mean, that's in eastern Kentucky, this is what we've got. This is all we've got. There is nothing else. I wish there was something else. 6 days a week, that's what we work. Mining's hard. It's hard on the body, it's hard on your soul. Il est 6h15. Le soleil se lève à peine sur les montagnes des Appalaches, mais la journée commence pour Chico. Il travaille dans cette petite exploitation au cœur de l'une des plus anciennes régions minières du monde. Il a 47 ans. Il est fils, petit-fils, arrière-petit-fils de mineurs, fier héritier de la longue histoire du charbon américain. Hey guys, how you doing? I'm doing pretty good. Chaque matin, le café est pris entre collègues pendant que le patron donne les consignes. Well, what I'm thinking of what we need to do is just go ahead and dig on through there. Okay, and then we'll just take a dozers and recut a road down and flatten it out just at coal level. Right. Take that offset, take that flat out right there. Like you had it for that bottom that time? Yes. Yeah. Import. I'll go down. Them tough I'll be about. Une dizaine d'employés suffit à exploiter cette mine. Au fil des ans, l'extraction du charbon est devenue de plus en plus mécanisée et les emplois plus rares. I'm going to be running the grader. I've got to go dress up the road so we can drive on them. Just whatever has to be done, I do it every day. It's what's required. I think it does a lot for the country here. This coal does. A lot of people disagree, but now I don't. I mean, they use it to make steel. They use it to power. It's just got numerous uses. It does. Aux États-Unis, le charbon génère près de 40% de l'électricité. De qualité supérieure, celui des Appalaches est aussi apprécié dans le monde entier, y compris en France. Mais ce charbon est cher. Emprisonné au cœur des montagnes, il est difficile à extraire. Pour réduire leurs coûts, les industriels ont recours à un procédé radical et unique au monde. Pulvériser le sommet des montagnes, comme le montrent ces images d'archives tournées dans la région. Inventée dans les années 60, cette méthode très rentable s'est rapidement imposée. Coal mining's not such a bad business if you do it right, such as what we are here. Le patron de Chico est conscient des conséquences de cette méthode sur l'environnement. Il a donc développé des techniques pour essayer d'en limiter l'impact, mais c'est une exception. L'industrie a beau être critiquée, elle est le plus gros pourvoyeur d'emplois dans la région. Des emplois bien payés. Chico gagne 3 000 € par mois. Well, I was 16 years old. I was working for $3.15 an hour. And I had an opportunity to make $16 an hour in the coal business, working for my uncle at A&G Mining. And I jumped at that opportunity and took it. Raised 5 children in the coal business. If it weren't for this and this job here, it's untelling. I guess I'd be a beggar on the street. That mountaintop removal hasn't received a lot of international media attention because it's not a glamorous issue. You know, it's something that affects the lives of rural poor people. And in many ways,
coal has enabled some Appalachian families to rise out of poverty and to enter the middle class. There is an emotional tie there that's really hard to sever. L'industrie du charbon est très puissante, mais elle se heurte aujourd'hui à un lobby de plus en plus organisé. Hazard window Ford traffic, Skylane 735, Mike Tango, taxiing 32. Suzanne Lapis est membre d'une ONG qui milite pour la protection des Appalaches. And you're in the air. De cette vaste chaîne de montagnes sont extraits 350 millions de tonnes de charbon par an. Every year there's a little bit less mountain and a little bit more wasteland. So it's a big business for them, it's a big money maker. And they just go down the mountain, seam of coal by seam of coal by seam of coal, until it's flat. Truth is that before they mined, this is one of the most biodiverse ecosystems on Earth. And I would be very much in favor of the law against it, because there are a lot of other ways to make electricity that are much more land and earth friendly. Ce qui inquiète le plus Suzanne, ce sont les conséquences sur la qualité de l'eau. Down here you can see water that's a weird color. And that's not the natural color of water in Kentucky. But what happens is all of the blasted mountain leaves a lot of surface area so that when rainwater trickles through it, it leaches out all kinds of heavy metals. So you get cobalt and copper and cadmium and lead in the groundwater here. That's one of the main things that's a problem with mountaintop removal mining. Dans les Appalaches, on vit au pied de ces montagnes. Dans de petites communautés rurales, très dépendantes de l'élevage et de l'agriculture. Rick Henshaw compare l'industrie du charbon à un cancer qui aurait rongé sa vallée. Persuadé que l'eau qui longe sa maison était contaminée aux métaux lourds, il a obtenu qu'elle soit analysée par l'Agence nationale de l'environnement. Les résultats sont alarmants. The water running in here is over the limit in arsenic, beryllium, high levels of manganese, aluminum. The pH is really low here, it's acid, and the conductivity is around 5,000 microsiemens. Anything above 500 microsiemens is considered so polluted it cannot be repaired. This used to have fish in it. It used to have crawdads. It used to have salamanders, frogs. They're all dead. It's going into our ground. We're raising it in our vegetables. We're eating poison vegetables. This place just can't sustain life anymore. It's killed the whole food chain. Ces analyses, le gouvernement ne les a pas communiquées à Rick. Il les a récupérées grâce à ses relations. La mine, soupçonnée d'être à l'origine de la pollution, n'a pas été inquiétée. Lui a été empoisonné et a dû quitter sa maison en urgence pour protéger sa santé. Retraité de la police, il vit désormais chez son frère à 4 heures de route. Il laisse derrière lui les économies de toute une vie. You know, it's not easy to leave your home. My dad's here, my nephews, this is my home, but I've had to leave. I've been ran out by mountaintop removal. I sleep here. I did sleep here in this room, and my daughter slept here in this room, right on top of this poison water. This is acid that's coming from the strip mine. That's metal. Eating holes coming up under the trailer, causing health problems. My body was in shock. I was so poisoned. That's what started
causing my nails to get this away. The poison tries to get out of your body. It goes to the longest points on your body trying to get out of. That's why it's on the longest fingers of my hand. 2 months ago, I thought I was maybe going to lose my fingers. Thank goodness they're looking better, but it makes me angry, makes me sad. Why the government would allow this to happen to people. You know, fighting the coal company is one thing, but when you have to fight your government that's supposed to be protecting you is David and Goliath. You're fighting people that's got billions of dollars, and I've got hundreds of dollars. In Appalachia, you know, when you stand up and you go against that power structure that's in place, it's almost as if you're betraying your culture, your family, your ancestors. You can be viewed with suspicion and derision from people in the community. You can be labeled crazy, radical, liberal, an environmentalist, you know, which has become almost a dirty word. Un climat de quasi-guerre civile. Car après des années d'impunité, le dynamitage des montagnes est dans le collimateur de Washington. Obtenir un permis d'exploitation est devenu plus compliqué, coûteux. Et le succès du gaz de schiste, encouragé par Barack Obama, fait de la concurrence au charbon. Alors plutôt que d'investir dans des méthodes plus propres, mais onéreuses, les industriels désertent peu à peu. À Lynch, une cité minière bâtie au début du siècle dernier, le temps s'est arrêté. En 2012, 2500 mineurs ont été licenciés dans la région. L'économie locale est affaiblie. Ce petit commerce résiste au milieu d'un paysage de friches. Le propriétaire, lui-même ancien mineur devenu invalide, continue à défendre le charbon. If it don't pick back up, I don't know how much longer we can stay open. I mean, it's just... We get coal severance tax from the mines. And when the mines go down, the coal severance tax drops, so the whole county suffers. And then they give so much to each city when they get that, and that's what we survive on, is the coal severance tax. It's our heritage. That's what we've always did. What have we got? The majority of the people are for coal, but you only have just a few people that are against it, not a whole lot. But they fight it really hard. But we fight just as hard to keep it. So, and I'll keep on fighting as long as I can. Dans le comté de Lynch, la baisse du budget de la ville affecte tous les domaines. 16% de la population est désormais au chômage. Au cœur de cette Amérique très pratiquante, la religion fait office de refuge. Dans cette église, tous les paroissiens ont des proches qui ont perdu leur emploi. Comme Frank, licencié du jour au lendemain, en décembre, à quelques jours de Noël. Un jour, gravé dans sa mémoire et celle de ses compagnons de charbon. Sort of takes a little bit of your pride. His pride's gone. You know, and that means a whole lot to a man. Yeah, it does. Or anybody, really. Pride. It just makes you feel about that big. Because people says, are you working? You gotta say no. Yeah. You put your head down when you say no. Yeah. Because you ain't used to that. People's used to seeing you go to work, come in dirty. Your life or your livelihood is just took from you just by a folder. Somebody handing you a folder and saying, hey, you know, that's it for you. You know, sorry, you have no job no more. Your insurance, everything, your payday, everything's gone. Frank est propriétaire d'une de ces maisons, construites par les compagnies minières
et témoignage des années de gloire du charbon. Il vit de ses économies et des 1 000 € de chômage auxquels il a droit pendant 6 mois. C'est peu pour lui et ses 2 fils qu'il élève seul depuis 16 ans. I can survive right now, but it won't take very long before I start sinking. Very proud. He would break his back every day just to keep going and make money just to feed us and take care of us. I know it's been hard on him. So, yeah, very proud of him. There's got to be rules and regulations. Because if you didn't, I'll say the earth, properties would be destroyed, so it's got to be put back. Yeah, but how come for all these years that we've been allowed to do it, and everything's been, you know, good so far, but then, you know, in a year or so, a couple of years or so, they want to keep adding all these extra laws and rules and regulations, and it's just after a while, I mean, the people that's laid off, gets aggravated at the companies, but when you sit back and look at it, the companies gets aggravated at the people that's putting these laws and regulations in, when it's just like nitpicking. It's different. A lot of people don't do as much stuff as they used to do. Like, we can't go a lot of places like we used to because the money's hard, I guess. It's different. For a lot of families, I guess, it's hard. Because you've got 4,000 or so people looking for the same jobs, and people around here that are 40 and 50 years old taking jobs that college students need for gas and to pay for school. It's just, around here, there's nothing. Certains voisins sont déjà partis, tenter de rebâtir une vie ailleurs. Frank veut encore y croire. Il reste attaché à cette ville et à cette mine où il a passé la moitié de sa vie. Des années de labeur qui ont marqué son esprit et son corps. I've had shots put in my back, and I've had shots put in my knees, and I've had this hand here broke and shattered. I've had 6 screws put in it, and it was wired together. I've had this hand here broke twice, and it's just, you know, just takes a toll on your whole body. But I want to work. Need to work. I need to work. Alors que tous les signaux sont au rouge, les autorités locales, elles aussi, s'accrochent au charbon et à ses méthodes controversées. Cathol est sénateur, à la tête de la commission énergie pour le Kentucky. C'est aussi un industriel influent, propriétaire de plusieurs mines et de cette entreprise de sous-traitance pour l'industrie du charbon. Un mélange des genres, monnaie courante dans la région. Prêt à défendre le charbon coûte que coûte, il est à l'origine d'une plainte déposée contre l'Agence nationale de protection de l'environnement. Why did we sue them? Because we think we've been picked on. We've been specified because we were not Obama people. We didn't vote for Obama. We voted for Hillary, proudly. I'm a Democrat. And we are very broad. You know, Democrat, we have the liberal left. We have the conservative right. But in Kentucky, we're pretty conservative. We're pro-family, pro-faith, pro-gun, pro-10 commandments. We're just good old coal miners. I'm fourth-generation coal miner. We're very conservative. We're not liberal. We don't believe in, you know, crazy tree-hugger policies. And here's what we think. We think, hey, laissez-faire. Let us be. Leave us alone. Let us run our own condos and let us run our own government. In West Kentucky, they're beginning to ship international. They're booming. There's more coal now mined in West Kentucky than East Kentucky. First time in history. First time ever. And they're doing it international. Si les entreprises désertent les Appalaches,
c'est pour investir ailleurs. À quelques 500 km d'ici, dans l'État voisin de l'Illinois. Dans cette mine, l'extraction du charbon est souterraine, dans des galeries creusées sous la roche. Elle tourne à plein régime. 300 travailleurs s'y relaient, jour et nuit. C'est le nouvel Eldorado du charbon dans l'Ouest américain. Ici, pas de montagne. Les méthodes employées sont plus respectueuses de l'environnement, mais surtout moins chères, donc plus rentables. Our costs are just exponentially lower than what they can do in Central Appalachia, mostly because the conditions are more difficult for them to mine. As their reserves that they have left are not most easily mined coal. We have fairly good reserves left where, you know, we mine underground, we have a 6.5-foot seam, we'll get 70% of our coal out of that. If they mine a 6.5, 7-foot seam, they may only get 35% of that coal. This is our clean coal pile. This coal is ready to be shipped to our different customers. Over here we have our wash plant. This is where we wash the coal and create a more purified product for our customers. À forte teneur en soufre, le charbon de l'Illinois a longtemps été considéré comme trop sale, boudé par les consommateurs. Grâce au progrès technologique, il est de nouveau demandé sur les marchés mondiaux où le charbon américain fait un retour en force. La production a bondi de 20% depuis août 2012. La mine attire de nouveau des jeunes comme Justin. À seulement 34 ans, il supervise une équipe de 40 personnes. It disappeared for a few years. Pretty much when I was in high school, mining went away, so I went to school for environmental science and worked in that for a few years. And in that process, mining came back, and it looked to be a pretty good profession. It looked like it was going to be around, hopefully, for a while again, so that's why I jumped back in it. Occasionally, there are accidents. Anytime you go on that mine, I mean, anything could happen. You could get in bad top, it could fall. But we've got pretty good conditions here, good limestone, rock. So that helps out a lot. La mine reste un métier à risque. Accidents, présence de poussière, gaz toxiques. Mais pour ces jeunes, c'est souvent le seul moyen de travailler dans une région autrefois sinistrée. There was a pretty big generational gap in there for a few years. It's pretty prevalent at this mine. There's guys in their 50s, even in their early 60s, and there's not many employees in their 40s. And then you get down to guys my age. Pretty well all the mines in the area shut down. Now the technology has came around to burn our coal cleanly, and the coal mines in this area are making a pretty strong comeback. En France, ce charbon est 30% moins cher que le gaz. Moins cher aussi que le pétrole. Il devrait redevenir la première source d'énergie dans le monde d'ici 5 à 10 ans. Un flot ininterrompu de 600 camions se relaie du matin au soir dans ce port. Ils déversent leur chargement sur ces barges, prêtes à descendre le long du Mississippi. The Mississippi River is a key to us for transportation because you can move products more cost effectively on the river because you don't have as much fuel needed to transport them down with the current, and you can transport more volumes than you can, say, in a rail car or truck. The other benefit that we have on the Mississippi River is access to New Orleans, which is a major export terminal area to move coal into the export market, into European and Asian markets. We can go back. Mais l'afflux de cette énergie très polluante inquiète les écologistes. Malgré les avancées technologiques, le charbon reste une source d'électricité controversée, car très génératrice de CO2. Un argument non recevable pour le patron des lieux.
why would you turn a blind eye on cheap energy for another source? I think it's pretty naive and arrogant for man to feel that they can change the Earth's atmosphere that much. In fact, you know, I think it's insane to believe that we have a static climate. Our climate is always changing. Call it a denier or whatever. I don't believe that CO2 is causing us problems in our world. The coal industry and politics especially will get out there and say, you know, we support clean coal. Clean coal is a reality, but you know, most people who look at the issue know independently know that clean coal is a myth. We're all breathing the same air, and so it's the effects of coal are something that we're all going to have to live with. En France, le charbon représente seulement 3% de l'électricité. Mais il a connu un sursaut en 2012, plus 35%, malgré tous les discours sur les énergies vertes. Son faible coût reste un argument de poids dans un pays en crise, où le choix du nucléaire est très critiqué. Un argument qui pourrait peser dans nos débats sur les énergies de demain. Si vous achetez du cuir bon marché, c'est sans doute qu'il vient du Bangladesh où il est produit dans des conditions inacceptables. Dans les tanneries d'Azariba, aux portes de la capitale, des dizaines de milliers de personnes travaillent pour 40 € par mois dans le chrome et le mercure. Un drame sanitaire et écologique. Azariba, cuir toxique, samedi à 22 h sur Public Sénat. Bonjour et bienvenue dans Génération République, l'émission qui chaque mois établit un trait d'union entre les jeunes générations et leur monde de demain. Ce mois-ci, nous sommes venus ici à Montreuil, au lycée Georges Jaurès, à la rencontre d'étudiants en 2e année de prépa littéraire. Pour ce numéro, nous avons choisi de parler de l'engagement. Est-ce qu'on s'engage toujours ou est-ce qu'on se mobilise plutôt? Et l'engagement est-il davantage individuel, collectif ou transnational? Pour les éclairer, pour interagir avec les jeunes, ce mois-ci, notre invité, c'est Ronnie Broman de Médecins sans frontières. Allez, immersion! Puisqu'on parle de l'engagement, on va essayer de voir les différentes définitions qu'on peut en faire, qui existent ou celles qui nous viennent. Alors moi, il y en a une que j'ai retenue, c'est celle du philosophe qui est Miguel Benassayag, qui dit « S'engager, c'est se sentir convoqué à agir ». Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle, le fait de se sentir convoqué à agir, Hugo? L'engagement, enfin en tout cas pour moi, c'est plutôt quelque chose de personnel et qui justement se passe vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis de ses propres convictions. Le fait de se sentir convoqué, j'ai l'impression que c'est plutôt une façon de se sentir obligé et obligé vis-à-vis d'autres gens. Donc je dirais que je suis pas d'accord avec ce Miguel. Comment tu t'appelles toi? Je m'appelle Basile. Salut. Bonjour. Ça te parle, Basile? Ouais, c'est-à-dire que quand on s'engage, on pense à une liberté d'action, mais ensuite il ne faut pas penser à se ferrer dans un engagement et se ferrer dans quelque chose d'un petit peu trop... dogmatique. Ouais, voilà, c'est ça. On peut s'engager tout en restant quand même libre et conscient qu'on peut aussi se retirer de son engagement, avoir d'autres
Moi, je veux bien réagir à ce qu'a dit Basile. En fait, je suis assez d'accord avec lui et je pense qu'effectivement, dans la notion d'engagement, il y a une liberté, tant qu'on se pose toujours la question de savoir si on est toujours en accord en fait, avec la cause qu'on défend. Parce qu'effectivement, quand on s'engage pour que ce soit une cause politique ou autre, au début, on va être sûrement d'accord avec les convictions, puis après, on va peut-être se sentir enchaîné, on va avoir peur de partir. Et en fait, je pense que dans l'engagement, c'est très important en fait, de toujours réfléchir à se dire, est-ce que c'est toujours ça? Se remettre en question au fur et à mesure. Et c'est là en fait que la liberté intervient dans l'engagement, je pense. Stéphanie? Je sais que moi, personnellement, l'engagement, c'est quelque chose qui me fait plutôt peur et que du coup, je sais que personnellement, je serais incapable de vous dire pourquoi je vais m'engager ou pour qui, ou est-ce que je serais capable même de m'engager franchement dans quelque chose. Ce sera plutôt quelque chose de ponctuel et de... Tu évoques quelque chose qui implique le fait que quand on s'engage, on est dans un temps long. Parce que finalement, aujourd'hui, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on en parle très peu de l'engagement et qu'on parle plus, par exemple, du fait de se mobiliser? Aujourd'hui, on est quand même dans une société de l'instantané plutôt. Et la mobilisation est plus éphémère que l'engagement. Je pense qu'on a un petit peu perdu cette notion d'engagement sur le temps long, cette notion de vraiment donner de son temps, donner de sa volonté, de sa capacité d'agir. Et une mobilisation, voilà, ça va être sur un jour, c'est plus éphémère.